Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, un roman fascinant, Les jardins statuaires de Jacques Abel. Un roman classé sous l'étiquette science-fiction, mais est-ce que c'est la bonne étiquette? Je n'en suis pas certain, et surtout un roman absolument fascinant par son écriture et par le monde tout à fait extraordinaire qu'il décrit. Un étranger entre donc dans ce monde, dans ce pays des jardins statuaires. Jardins statuaires, on jardine des statues. Il y a des statues qui poussent et dans des domaines séparés les uns des autres, aux règles de fonctionnement extrêmement ritualisées, on s'occupe de ces statues qui poussent comme poussent des végétaux. Et notre narrateur, qui est un étranger, découvre ce monde-là et va y vivre des aventures qui vont susciter en lui des transformations profondes. Et puis, ce monde des statues nous est raconté avec un style flamboyant, un style qui tient du lyrisme aussi, de la rêverie du mystère. Ce monde-là, on le lit avec une sorte d'ébahissement. Voici la description de certaines de ces statues et du travail des jardiniers qui s'occupent de ces statues qui poussent donc dans la terre. Des statues qui, certaines, ont des surnoms. Le nuage frondaison qui coiffe la bouteille, la cravate à moustache, l'ombre du parasol dans le lit de la mariée. Ignorant encore qu'on venait de me donner une leçon de titre, je n'en croyais pas mes oreilles. Pourtant je pus constater, dès que je vis les premières statues, qu'il disait vrai rigoureusement. Celui qui parle ici, c'est le guide de notre narrateur, qui commente ensuite ce qu'il voit, qui est guidé par plusieurs personnages. Il y a un guide, un doyen, un hôtelier, puis la question centrale de ce roman-là, celle des femmes, dont je reparlerai peut-être après. Pourtant je pus constater, dès que je vis les premières statues, qu'il disait vrai, rigoureusement. La véridicité même de ses dires les rendait insolites. J'ai déjà décrit longuement l'apparence des jeunes germes de statues avant que ne s'ébauche une forme privilégiée. Ici, il semblait que la forme élue fût précisément l'indistinction primitive, et je n'entends pas ce dernier terme dans une acceptation péjorative, puisque c'est dans ce moment que jouent, fascinantes, les virtualités de la matière à l'état libre. Ainsi donc, en procédant de plate-bande en plate-bande, on voyait monter de terre une tige trapue au sommet de laquelle s'épanouissait un chapeau bombé. Celui-ci parfois s'ornait d'une superposition de bulbes renflés, dodus, pleins de rire, ceci pour ne parler que des formes les plus communes. Ça et là se rencontrait une haute silhouette gracile ou pensive, sur laquelle on croyait apercevoir la place des hanches, des seins, de la taille, de quelque essence féminine. Tournait-on autour, c'était pour reconnaître que le regard caressait en fait un os fluide, un squelette absolu, dès toujours destiné à nos sentiments les plus rares, ceux qui volent et se perdent dans leur propre blancheur. De telles formes, quand elles accédaient à la pleine maturité, prenaient des dimensions monumentales et semblaient, pesant plusieurs tonnes pourtant, évoluer dans l'air avec des longueurs suaves de flex marines. Ou bien c'étaient des ludions qu'on osait effleurer, de crainte de les projeter sans secousse
dans une lévitation hasardeuse. Mais certaines statues étaient encore plus étranges. On ne les remarquait pas tout d'abord, car elles ne s'érigeaient pas. Elles se levaient comme des vers dans les sillons de la terre. Tels étaient les nuages qui avaient fait la célébrité du domaine et de son doyen. Les masses nébuleuses ne cessent de jouer en plein ciel, à mimer toutes les formes de la terre. Les hommes méditatifs le savent depuis longtemps. Ici, les nuages épousaient la terre. Ils se couchaient sur elle de toute leur épaisseur, et il suffisait de se pencher un peu pour les toucher. À cette occasion, j'observais chez les jardiniers un comportement que je n'ai vu nulle part ailleurs dans la contrée. Sur quelques tâches qu'ils fissent porter leur effort, ils s'interrompaient à tour de rôle pour passer la main parmi les formes blanches répandues sur les plates-bandes. Ils les caressaient. J'en fis la remarque. Aucune statue, me dit le doyen, ne voit le jour sans caresse. Je fis une autre observation encore. On dirait que vos statues n'ont pas de socle. En effet, elles n'en ont pas. Lorsque nous les plantons, elles ont des racines comme toutes les statues. Une statue sans racines, cela n'existe pas. Mais les nôtres ont ceci de particulier qu'elles passent leur croissance à résorber leurs racines. Et nous savons qu'elles ont atteint leur pleine maturité quand plus rien ne les rattache au sol. Il parut réfléchir un instant aux propos qu'il allait prononcer et continua. Il est arrivé qu'en se polissant par-dessous, la pierre parvienne elle-même à si bien réduire tout ce qui pourrait la rattacher au sol qu'elle s'envole. Comment ? M'exclamai-je. C'est la vérité pure. La forme nuageuse atteint si bien la perfection qu'elle se confond en elle et que l'on voit soudain s'élever dans les courants ascendants de l'air chaud un nuage de pierre qui va rejoindre les vapeurs célestes. On est dans un monde véritablement fantastique, merveilleux. Ces pierres qui s'envolent, il y a quelque chose de très beau. Parce qu'il y a une dimension esthétique, ce sont des statues. Une esthétique naturelle. La nature produisant d'elle-même la beauté. Et les hommes au service de cette beauté née de la nature. Mais ce monde des jardins statuaires, ces jardiniers qui s'occupent de manière méticuleuse, selon des rites extrêmement établis, qui sont décrits dans le roman, ce monde est en proie à des bouleversements, à des tensions. Il y a dans certaines régions éloignées des hordes, des jardiniers qui se seraient enfuis de leur domaine et qui menacent ce monde qui paraît si bien réglé des jardins statuaires. Mais petit à petit, à mesure d'avancer dans le livre, on se rend compte que tout n'est pas si bien réglé que ça. Il y a la question de la place des femmes mises à l'écart dans les domaines. On ne les voit pas tout le début du roman. Il n'y a aucune femme. C'est une des questions qu'on se pose et que se pose le narrateur. Où sont-elles ? Elles sont en arrière-plan. Elles sont là et elles jouent un rôle fondamental. En fait, et petit à petit, d'ailleurs, en voyageant de domaine en domaine, en entrant dans des domaines de plus en plus étranges, des femmes, il va en rencontrer. Une femme en particulier, il va la rencontrer et briser d'ailleurs les rites, là aussi, des rapports entre les hommes et les femmes. Ce voyageur venant de l'étranger est une sorte de grain de sable qui enraye la machine. Et donc, le récit qui est très descriptif au début va devenir une sorte de roman d'aventure, petit à petit. Un roman long, à peu près 600 pages, qui
nous fascine et puis il nous accroche. On a envie de savoir la suite quand il va se rendre dans les steppes du Nord, où des hordes sont ici menaçantes. Il y a une ville abandonnée, mystérieuse, un espèce de prince aussi. Et puis des domaines qui ne sont plus ces domaines bien rangés, entourés de murs, où les jardiniers s'occupent des statues et le font de manière assez sereine, semble-t-il. Il y a des domaines où ça se passe différemment, où les statues vont même prendre de l'ampleur et manger véritablement les humains, les constructions humaines qui sont présentes. Il y en a un en particulier qui est assez fascinant. Et je vais encore vous lire un extrait où tout d'un coup les choses vont tourner de manière beaucoup plus menaçante pour ces jardins statuaires. Le lendemain, au début de l'après-midi, j'étais en vue du domaine pour lequel je m'étais mis en route. Quand même n'aurais-je pas reconnu ces bornes, armoriées d'un loup de théâtre sous lequel glisse un poignard, au dernier carrefour j'aurais cependant été averti que je touchais au but par le sentiment que firent lever en moi ces murailles navrées de lézardes, où j'eusse pu passer le bras, offusqué des dégoulinades noirâtres des pissas de la pluie et livré aux lichens, aux mousses et aux courtes fougères qui témoignaient assez de leur vétusté et de leur abandon. En m'approchant, je constatai que la poterne était effondrée, comme sous l'effet de quelque séisme. Les éléments semblaient vouloir manifester qu'il ne s'agissait plus d'entrer dans ce domaine, ni même d'en sortir. Avertir de mon approche d'hypothétiques habitants était hors de question. Où aurais-je trouvé dans cet amas vague de moellons rompus et de poutres brisées les restes de la cloche secourable aux voyageurs? Je me mis en devoir d'escalader l'amoncellement qui barrait toute la largeur du porche, ce qui n'eut pour effet que de me rapprocher de nouveaux obstacles, plus rebutants encore que celui que je venais de gravir. Une seule vague de terre qui semblait venue des plus lointains confins du domaine, roulant sa houle pulvérulente, avait édifié auprès des murailles une véritable colline dont les débordements, déséquilibrant la pierre, avaient causé tous les dégâts. Les arbres, grands et nobles, sous cette poussée qui s'agrippaient de toutes leurs racines tourmentées à l'humus dont ils étaient issus, en dépit de cette tempête géologique, persistaient à vivre. Leurs troncs, en raison de la pente soudaine qui les avait bouleversés, semblaient pousser selon une oblique, à l'angle presque fermé, ou même tout à fait à l'horizontale. Ils traçaient au-dessus de ma tête un invraisemblable entrecroisement. On les eût crus disposés pour une de ces charpentes complexes qui font toute l'armature des anciens moulins à vent. N'eût été la besace qui avait tendance à se ficher tantôt d'une poche, tantôt de l'autre, dans toutes les branches transversales, et qui glissait à tout instant de mon épaule à la saignée de mon bras, cet entrelac sauvage et gigantesque m'eût aidé plutôt dans mon ascension, d'autant que les premiers mètres franchis, je pris l'heureux parti de marcher de tronc à tronc sur la passerelle que m'offraient les maîtresses branches, ce qui m'évitait l'inconvénient de m'enfoncer à chaque pas jusqu'à la cheville dans le terreau bouleversé. Lorsque je fus parvenu au sommet de cette dune, une troisième vague, insurmontable celle-ci, se dressa devant moi. C'était bien ce que j'avais imaginé, mais 1000 fois plus grandiose et monstrueux que prévu. Je me trouvais debout à la jonction de la couronne de verdure et du cœur de pierre blanchâtre et tumescent d'un chou-fleur grand comme une colline. Au-dessus de moi, des pédoncules du diamètre des colonnes de l'acropole d'Athènes s'incurvaient un peu sous le poids de boursouflures bourgeonnantes. Ces troncs de pierre dessinaient entre eux d'insondables couloirs que barraient inextricablement des branches transversales.
Ces branches étaient des membres humains, des bras, des jambes, des sexes de marbre immenses, lesquels s'élançaient comme des rameaux de nouveaux détails anatomiques, doigts, nez, yeux pédonculaires, bouches propulsées par des trompes, des voûtes pendaient semblables à des chauves-souris d'albâtre, des mains entières déployées, des têtes de chevaux, des cornes, des queues d'hippocampe, des feuilles d'acanthe. La blancheur partout d'une pureté totale et qui semblait l'effet d'une décoloration anémique ajoutée à l'horreur obscène de l'ensemble. J'hésitais un instant à me risquer dans le dédale qui s'ouvrait à moi par plusieurs accès. Je pense que ce qui m'en dissuada, ce fut le bruit. Quiconque aura mis au moins une fois dans sa vie la tête sous l'eau en mer chaude à proximité d'un massif de madrépores m'entendra bien, car je percevais ici ce grignotement sourd fait de la sommation des imperceptibles et incessants grincements de la vie sous un de ses aspects les plus frustes. Cette masse de pierre vivait, de sorte qu'elle n'était pas seulement hideuse, elle était menaçante comme un cancer. Et d'un coup, cette oppression, cette terre qui se resserre et cette monstruosité d'une vie complètement désordonnée et sous aucun contrôle. Il n'y a plus ces jardiniers qui empêchent que prolifèrent les statues de manière aléatoire et endémique. Et donc, dans ce domaine-là, c'est un domaine très important parce qu'il y a quelqu'un qui va jouer un rôle essentiel dans la suite du roman, mais je ne vais pas raconter la suite du roman parce que on est dans un roman d'aventure et que ça ne se fait pas d'en raconter les aboutissements. D'ailleurs, Les Jardins statuaires, c'est le premier roman d'une série, le cycle des contrées, un roman qui ouvre à tout un univers. C'est sans doute pour ça qu'il est classé dans le monde de la science-fiction, mais on pourrait aussi le placer dans la fantasy, comme on dit. Peut-être, mais au fond, il est inclassable, ce livre-là. Et de lui donner une étiquette n'est pas nécessaire. Il y a aussi ce style extrêmement riche en vocabulaire dans la langue. C'est une langue élégante, c'est une langue qui se déroule et qui est aussi extrêmement évocatrice. Au début, quand on commence à lire, on est un peu paumé. On ne comprend pas trop ce qui nous arrive parce que ce monde-là est d'emblée complètement autre que le nôtre. Et petit à petit, on reste planté dans ce livre-là et on n'en sort plus. Et évidemment, on a envie d'aller lire la suite. Ça se termine par cette petite phrase. Le reste manque, le conquérant n'avait pas promis d'épargner les livres. Les livres jouent aussi un rôle extrêmement important dans ce livre-là. Le narrateur écrit un livre et il y a ce qu'on appelle les livres des ancêtres, des statues particulières qui prennent le visage de quelqu'un qui va mourir, une sorte d'annonce de sa mort. Et ensuite, les récits qui s'écrivent sans fin de la vie de celui qui est mort à cause de cette statue-là. Donc une dimension littéraire où la littérature joue un rôle à l'intérieur du livre qui est là aussi l'un des aspects fascinants de ce livre-là parmi beaucoup d'autres que je ne vais pas tous évoquer. Mais ce qui est certain, c'est que
ce cycle des contrées et les autres œuvres de Jacques Abeille, Le veilleur du jour, Les barbares, la barbarie, etc. Ben, j'ai bien envie d'aller y jeter un coup d'œil. Donc c'était quelques mots sous la fascination des jardins statuaires de Jacques